Voilà. Donc, une de mes histoires préférées concernant les souvenirs, c'est quelque chose qui est survenu à Hillary Clinton, notre secrétaire d'État actuelle aux États-Unis. En 2008, Madame Clinton était candidate à la nomination démocratique pour la présidence des États-Unis. Et lorsqu'elle était en campagne pour ce poste politique, elle a parlé plusieurs fois d'une visite, un voyage qu'elle avait effectué en Bosnie. Et c'était une expérience très difficile. Et elle a parlé de l'atterrissage en Bosnie. Et au moment de l'atterrissage, elle a dit on était sous attaque de snipers et la cérémonie d'accueil qui avait été prévue initialement a été annulée. Et elle a dit nous avons couru jusqu'au véhicule pour s'enfuir de l'aéroport et arriver à notre base. Alors, je ne sais pas à quoi pensait Hillary Clinton. Elle avait effectivement voyagé en Bosnie, mais lorsqu'elle est allée avec d'autres personnes et un certain nombre de ces autres personnes prenaient des photos. Et donc, dans les photos, on voit ce qui a réellement eu lieu pendant ce voyage en Bosnie. Elle a atterri, elle a été accueillie par des enfants, la voilà avec sa fille Chelsea. Donc, c'était un atterrissage complètement tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces souvenirs? En fait, le voyage a eu lieu en 1996, donc 12 ans auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un des experts politiques lui a donné 4 Pinocchio en insinuant qu'elle avait menti délibérément. 4 Pinocchio parce qu'il n'y avait pas d'atterrissage difficile, il n'y avait pas de tir de sniper, il n'y avait pas de réception annulée à l'aéroport et elle n'était pas la première épouse du président américain à se rendre dans une zone de guerre. Eh bien, il fallait que Hillary puisse expliquer ce qui s'est passé lorsqu'elle a été confrontée avec cette erreur importante, très importante dans ses souvenirs. Et elle a dit « Je me suis trompée. J'avais un autre souvenir de cet événement. Je me suis trompée. Cela arrive. Ça prouve que je suis humaine. » Et ce qui est une révélation pour certains, a-t-elle dit. Et donc, ce que j'adore dans cet exemple, c'est que cela nous montre que toute cette éducation, cette formation, toute cette intelligence, toute son expérience, elle a fait Yale, elle avait un diplôme en droit de l'école de droit de Yale. Tout cela ne l'a pas protégée d'avoir ce faux souvenir. Et si cela peut arriver à Hillary Clinton, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Et donc, mes travaux depuis plusieurs décennies sont une tentative pour essayer de comprendre comment nous pouvons avoir ces souvenirs d'événements qui n'ont jamais eu lieu. Et dans les études dans mes études préliminaires de la distorsion des souvenirs, je montrais au sujet des crimes simulés, des accidents simulés, et ensuite j'ai étudié leur mémoire pour trouver les détails de ces événements. Dans une des premières études effectuées, nous avons pu montrer que lorsque on prenait des sujets qui avaient vu un accident simulé et on leur demandait, on posait une question, c'est à quelle vitesse roulaient les voitures lorsqu'elles se sont entrechoquées ou à quelle vitesse les voitures roulaient lorsqu'elles se sont rencontrées, eh bien, les gens n'estimaient pas la vitesse de la même façon. Les souvenirs de vitesse étaient impactés par la formulation de la question. Et donc, on a pu démontrer aussi que ces questions pouvaient contaminer un souvenir et même impacter la réponse que quelqu'un donnait à une question complètement différente qu'on posait bien plus tard. Donc, si on prenait un sujet qui avait vu un accident et ensuite on lui demande la question avec le verbe entrechoquer ou la collision, si on lui dit « Est-ce que vous avez vu du verre cassé ?» bien plus tard, eh bien, les gens se souvenaient qu'on avait utilisé le mot collision et donc ils ont dit « Oui, j'ai vu du verre cassé par terre » par rapport à des gens où on avait utilisé un verbe beaucoup plus neutre comme les deux voitures se sont rencontrées. Et donc, ce que cela illustre, c'est que même une question un petit peu truquée peut contaminer le souvenir de quelqu'un, puisque le verre
le verre cassé par terre est lié à un accident sévère, quelque chose à des vitesses élevées. Donc, les gens visualisent ce bris de verre. En fait, ils l'ont construit dans leur cerveau parce qu'il n'y avait pas de bris de verre dans l'accident réel qu'on avait montré à ces sujets. Et donc, ça, c'est un exemple parfait de quelque chose. Et je vais vous donner un dernier exemple. On a pu créer un faux souvenir de quelque chose d'énorme, aussi énorme qu'une grange, par exemple, lorsqu'il n'y avait pas de grange dans le champ visuel, dans une vidéo d'un accident survenu sur une route de campagne. Et on parle de cela comme l'effet de la mésinformation ou la désinformation. Lorsqu'on donne une information fausse sur une expérience que les gens ont eue par le passé, on peut altérer ou faire une distorsion de leurs souvenirs, de ce qu'ils ont réellement vu. Et ensuite, aux années 90, et surtout en Amérique du Nord et surtout en Europe, nous avons commencé à voir un autre type de phénomène très curieux. Les gens allaient faire de la psychanalyse, ils suivaient une thérapie pour une dépression ou un problème de boulimie, d'anorexie. Ils avaient un problème, un stress dans leur vie, donc ils sont allés voir un thérapeute. Et tout d'un coup, ces personnes, quelque chose s'est passé pendant cette thérapie qui les a amenés, ces patients, de croire et se souvenir qu'ils avaient été victimes d'abus sexuels horrifiques ou de rituels sataniques avec des animaux, des bébés sacrifiés et tout ce que vous voulez. Dans un cas, par exemple, une femme s'est souvenue qu'elle avait été violée de façon répétée par son père après cette thérapie suggestive, même alors qu'on a pu prouver qu'elle était vierge ultérieurement et que son père avait été stérilisé. Et donc, ces souvenirs bizarres, d'où venaient-ils? Eh bien, le coupable semblait être des choses qui se sont passées pendant ces séances de psychothérapie, comme l'imagination guidée ou l'hypnose ou l'exposition à des questions suggestives ou des questions sous pression. Et pour explorer si ces techniques pouvaient éventuellement, en effet, amener les personnes à avoir des faux souvenirs, faux souvenirs mais très riches, très détaillés, eh bien, nous avons construit de nouvelles procédures d'expérimentation puisqu'on voulait étudier le processus par lequel ces faux souvenirs très riches pouvaient être créés. Et donc, une de nos tentatives les plus anciennes était de quelque chose dont on parle, on l'appelle la technique d'être perdu dans le centre commercial. Donc, on a pris les sujets sains, adultes, on leur a dit qu'on avait parlé à leur père, à leur mère ou à notre parent et qu'on avait découvert des choses qui leur sont arrivées lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans. Et on leur a dit un certain nombre de choses véritables que la maman nous avait racontées qui étaient réelles. Et ensuite, on a rajouté des détails. On leur a dit, quand vous étiez petit, vous avez été perdu dans un centre commercial, vous étiez apeuré, vous avez pleuré, vous avez été secouru par une personne âgée et réuni avec votre famille. Et à la fin de ces 3 entretiens, on a découvert que un quart de cet échantillon d'adultes sains acceptait cette suggestion, cet entretien suggestif, et ont commencé à se souvenir de cette expérience complètement factice d'être perdu dans le centre commercial. Et d'autres chercheurs, ensuite, ont voulu continuer avec cette technique, la technique qu'on appelle perdu dans le centre commercial ou lost in the mall. Donc, on a dit, on a parlé à votre mère, on a découvert un certain nombre de faits de votre enfance, essayez de vous en souvenir. Et dans une étude effectuée dans le Tennessee, près d'un tiers des sujets exposés à cette suggestion qu'ils ont failli se noyer enfants et qu'ils avaient été secourus par le lifeguard, ils se sont souvenus, le maître-nageur, de cette expérience qui avait été complètement inventée par les chercheurs. Dans une étude canadienne, près de la moitié des participants à l'expérience ont cru dans un faux souvenir très riche qu'ils avaient été attaqués par un animal méchant, qu'ils avaient vu ou été
participé à un accident très grave, intérieur ou extérieur, et près de la moitié des sujets ont accepté, cru et ont commencé à se souvenir d'une partie ou de toute cette expérience factice. Et donc, en disant aux gens, j'ai parlé à votre mère, c'est un argument, c'est une technique très suggestive. Mais dans un certain nombre de séances de psychothérapie que nous avons pu examiner, il y a des techniques plus subtiles qui ont réussi à amener des patients à développer des faux souvenirs. Et une de ces techniques plus subtiles, c'est l'imagination guidée. Le patient arrive, un problème de comportement alimentaire, et le thérapeute dit 80% des personnes que j'ai vues avec vos symptômes ont été abusées sexuellement en tant qu'enfant, et c'est peut-être pour cela que vous avez ces symptômes. Le patient dit je n'ai aucun souvenir, et le thérapeute répond fermez les yeux, essayez d'imaginer qui aurait pu vous faire cela. La patiente dit je ne sais pas, peut-être mon père. Et vous aviez quel âge? Et cette imagination guidée, cette technique d'imagination guidée, nous et d'autres, nous avons prouvé que cela peut implanter des souvenirs qui sont faux, qui viennent de l'imagination. Après 15 ans maintenant d'avoir produit ces souvenirs très riches, nous avons décidé de se poser cette question. Si j'implante un faux souvenir dans votre cerveau, est-ce que cela a des répercussions sur la suite? Est-ce que cela peut impacter vos pensées, vos intentions ou vos comportements? Et dans nos premières expériences à ce sujet, nous avons décidé d'implanter le faux souvenir qu'en tant qu'enfant, vous vous êtes tombé malade après avoir mangé un aliment particulier. Dans la première étude, on a choisi un œuf dur et après, on a choisi les cornichons. Nous avons implanté ce mémoire en donnant des informations fausses basées sur des données que nous avons collectées de leur part. On avait dit qu'un ordinateur avait analysé leurs données, que certaines choses leur sont arrivées en tant qu'enfants, et il faudrait essayer de se rappeler de ces événements. Et nous avons réussi à implanter des faux souvenirs dans l'esprit de plusieurs personnes. Et quand par la suite on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient manger à une fête, ils n'avaient plus envie de manger les œufs et les cornichons. Nous avons fait la même chose avec la glace à la fraise. Nous avons implanté un faux souvenir que la personne était devenue malade après avoir mangé trop de glace. Et par la suite, ces personnes ne voulaient plus manger la glace. Et je me suis dit à ce moment-là qu'on était peut-être prêt à développer un nouveau traitement ou un nouveau régime. Mais on s'est également dit, si on peut empêcher les personnes de manger les nourritures grasses, on pourrait peut-être les encourager à manger des nourritures saines. On a fait cela avec les asperges. On leur a implanté un mémoire très agréable en disant qu'ils adoraient les asperges enfants. Et on a trouvé que ces personnes avaient envie de manger plus d'asperges. Ces techniques ont des répercussions sur les personnes. Ces faux souvenirs peuvent impacter leur mémoire et leur comportement. Et avec la capacité de la mémoire à contrôler le comportement découlent des implications très sérieuses. Quand est-ce qu'on devrait utiliser cette technologie et est-ce qu'on devrait même empêcher l'utilisation de ces techniques? Pour conclure, des milliers de chercheurs ont fait un effort soutenu pour étudier les faux souvenirs et pour voir comment les faux souvenirs ont posé des problèmes dans la société. Des centaines, des milliers de personnes ont été trouvées coupables injustement de crimes et lorsqu'ils étaient en prison, le vrai coupable était libre et libre de commettre d'autres crimes. Des centaines, si ce n'est des milliers de pères, de mères, de oncles, de grands-parents, de voisins ont été accusés de crimes qui n'ont jamais eu lieu.
Et certains accusés restent en prison et les faux souvenirs en sont la cause principale. Ces travaux nous enseignent qu'il y a ce problème qui existe et peut-être que ça va nous donner des manières pour réduire ces tragédies. Lorsqu'on forme la police et les professionnels de la santé mentale, on devrait les informer de ces problèmes pour pouvoir réduire le nombre de tragédies qui ont lieu. On doit communiquer très largement au public. Et si j'ai appris quelque chose de mes études, c'est le suivant. Si quelqu'un vous raconte une histoire basée sur un souvenir, parce qu'ils expriment ce souvenir avec confiance, parce qu'ils donnent énormément de détails, parce qu'ils expriment le souvenir avec beaucoup d'émotion, tout cela ne veut pas dire que le souvenir est vrai. Merci.